Avertissement. L'émission qui suit comporte des propos et des informations de sources douteuses, véhiculées par des personnages tout aussi douteux, dont l'accoutrement fait honneur à leur comportement. C'est sérieux, de voir de quoi ils ont l'air de... si vous êtes malencontreusement offensé par un ou plusieurs propos des geeks qui contre-attaquent, ce serait un peu comme se choquer après un bébé chien avec les gens encore collés qui vient vomir sur votre soulier. C'est cute, un bébé chien. En direct des entrailles de CKRL, voici les geeks contre-attaquent! Samedi le 23 février 2019, bienvenue à cette nouvelle édition des Geeks Contre-Attaque. Mon nom est Éric Lajoie. C'est une drôle d'hésitation, hein? Il y a une petite pause. La pause est un petit peu plus longue qu'elle aurait dû pour être confortable. Juste une petite affaire, peut-être une seconde de plus. Au pire, on coupera ça au montage. Ouais, exact. Ah oui, on commence à couper les silences. Déjà, faut couper une trois quarts de ce qu'on dit. Faut en plus qu'on check les silences, ça serait le bout. Hein? Hein? Il faut que je fasse du montage? Eh non. OK. Pas trop. Donc, bienvenue au Geek Contre-Attaque de cette semaine. Donc, mon nom est Éric Lajoie, mais je suis accompagné tout d'abord à la co-animation de Conan Arsenault. Salut. Salut mon âme. Hey, ça faisait un bout. Ça faisait 2 semaines. Au moins 2 semaines. Au moins 2 semaines. Facile. 2 semaines. Ouais, 2 semaines. 2 semaines. Quand même. A fortnight. Oh. Oh. Et à la mise en onde, le nom moins mentionnable, Mikey G. Ben oui, je vous avouerai que je suis ici par dépit parce que le but de ma vie a toujours été de devenir le prochain Monsieur SOS de SOS Télé. Mais étant donné que Internet existe maintenant, on n'a plus besoin de moi. Je suis cette meuf-là. Puis non, je suis content par exemple. Je suis content. Bon, mais ça, c'est une blague pour les 5 personnes qui la comprennent. Allez voir Monsieur SOS. Parce que son petit coat jaune et sa moustache retroussée sont bien jolis. Ouais, si vous avez l'âge de comprendre cette joke-là, vous êtes probablement pas intéressé par notre émission. Donc, je te dirais que l'échantillon de démographique de ta blague est très très mince. Non. Très très mince. OK d'abord. OK. Mais Tu es content, là? moi, je l'ai compris, Conan l'a compris. Il y en a sûrement plus. Il y a sûrement du monde autour, en dehors du studio qui l'ont compris. Sûrement. Sûrement. En tout cas, juste à dire, avant de passer à d'autres choses, si vous avez un problème de chauve-souris dans votre entretoit, c'est la personne à appeler. Bon. Fait que... Hein? Non, oui, non, j'ai regardé des YouTube de ça hier, puis ça m'a marqué. Problème de chauve-souris dans ton appart? Non, dans l'entretoit. Dans l'entretoit? Oui. Ah oui, il y a des solutions à tout, lui. Oui. En anglais, tu dis que... Ouais. Pour apprécier les meilleures sources d'informations, vous devez vous exposer au pire. Voici les Geektualités. Alors, hey, Qu'est-ce que tu dis en anglais, Eric? Okay, non, je disais que quand t'as un problème de chauve-souris dans l'entretoit, tu t'appelles le Batman. Oh, oh, Parce oui. que si t'appelles En tout cas, oui. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, ça c'était la tentative de pire début d'émission qu'on veut soumettre au record Guinness bientôt. Donc, le plus gros malaise et l'autodestruction de notre propre produit. Tu sais, tu comprends? Exactement. Ouais. Ouroboros fait émission. On se mange nous-mêmes. Ah, contexte. Donc, Phrasing. qu'est-ce qui s'est passé dans les actualités cette semaine selon toi, Conan? J'étais en train de regarder ça, puis moi, j'ai rendu tellement out of the loop de la science, surtout que j'écoute pas l'émission, donc je sais jamais de quoi vous avez parlé la semaine passée. Moi, je peux en dire des trucs. Ben, vas-y, mon pendant Mikey, parce que pendant que je galère sur la side. La nouvelle qui m'a le plus marqué, c'est que, CRISPR, pas les petits chips, craquelins, là. les chips? Non, c'est pas des chips, c'est pas des craquelins, c'est juste délicieux. C'est des chips! CRISPR, l'éditeur de gènes, ils ont réussi à extendre la vie, l'espérance de vie dans les souris. Donc, les souris qui sont vieilles et qui n'ont plus de mémoire, ils ont réussi, grâce à une thérapie génique, à suppresser cette perte de mémoire-là. La mémoire de ces vieilles souris-là revient. Alors, c'est fou raide. On va maintenant avoir une solution à toutes ces souris qui sont maintenant, atteintes d'Alzheimer.
Fait que, mais c'est ça. Faut pas exagérer. C'est pas encore fait pour les humains. Là. C'est exactement. Bon, là, c'est mais pas, moi, à chaque fois qu'il y a des souris qui pavent la voie scientifique, je m'énerve. À chaque fois, je me dis, mais- dans 2 semaines, on va avoir des pelules anti-perte de mémoire. Mais C'est pratiquement ça quand même. Là. C'est sûr que ça va arriver beaucoup plus rapidement qu'on le croit et pas aussi safe qu'on pense que ça va l'être. Mais c'est pas grave. Moi, je vais être le premier en ligne pour... je vais être rendu vieux là, quand ça va arriver, fait que ça va être parfait pour moi. on va arriver, d'après moi, tu sais, étant donné que, la première percée dans les souris a lieu là, si ça continue dans la bonne voie, ça va arriver juste à temps pour nous autres. Ben, tu sais que les scientifiques ont dit que le premier être humain à vivre 200 ans serait déjà né. Oui, apparemment. C'est peut-être un millénial, mais... C'est ça. Ben, il a peut-être déjà né, genre, l'année passée, mais que lui, avec les avancées dans les 100 prochaines années, va pouvoir vivre 200 ans Puis à cause de ça. on parle de... j'espère, on parle ici de vivre avec une qualité de vie 200 ans de temps, là. Ben, T'sais, c'est vivre. Oui, mais c'est qualité de vie, ça dépend. Là. Si t'aimes juste écouter des émissions plates chez vous, assis dans une doudou, puis tu ta chaise barceuse, oui, tu vis, là, mais oui, qualité, c'est une mais autre affaire. on s'en reparle dans 200 ans. Ouais. C'est vrai. Moi qui essaie d'insulter un style de vie de pépère, j'ai pas de leçon à donner à personne. Mon Dieu Seigneur, qu'est-ce que je dis là? Donc, autre chose pour cette semaine? Est-ce que vous aviez parlé la semaine passée de Rover qui est mort sur Mars? Oui. On a fait une chronique nécrologique d'ailleurs là-dessus, donc... Good. Ouais, un petit... Good for him! Parce que... ça a été toute une run pareil, on en mentionnait. Là. Oui. Hey, c'était supposé durer, c'est 90 jours, puis ça a fait 15 ans. Exact. Mais... C'est pour venir mettre un petit bémol là que il a pas vraiment dit son dernier message n'a pas vraiment été mes batteries sont faibles et il fait noir. Malheureusement, c'est bien beau mais ce n'est pas la vérité. Okay, c'était quoi le vrai message? C'était plus en fait lui en tant que tel, il n'y avait pas de programme qui textait pour lui, c'est plus une journaliste qui a mis ces mots-là, c'est comme ça que je me sentais quand que il annonce, tu sais, mais c'était pas son dernier message était probablement ping. Ouais, ben c'est ça. C'est quelque chose du genre. Probablement. Ouais. Mais quand même, ce petit rover-là a quand même sauvé la vie de Matt Damon. Faut quand même lui donner ça, là. Ben non, mais c'est bon, c'est un documentaire, ça, le Martien? Oui. Bon. Ouais, il y a d'ailleurs aussi cannibalisé le BB-8 de Star Wars pour se faire son saut. Tellement. Il ressemble, hein? Flight of the BB-8. Ouais, BB-8. Ouais. BB-8. Autre chose. Parlant de gêne, je parlais de gêne tantôt, là où il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir, mais il y a aussi les requins. Plus précisément, le grand requin blanc. Ses secrets ont récemment été livrés à l'humanité grâce justement à Ils ont trouvé son journal intime? Oui, c'est ça, son journal intime à l'intérieur de son ADN. Oh. Ils ont réussi à mapper tout son génome et apparemment que non seulement c'est on se le cachera pas, c'est un des derniers animaux préhistoriques en vie présentement, le grand requin blanc. Puis grâce à sa grande longévité, c'est-à-dire il y a des secrets qui pourraient être bien utiles pour les humains, notamment par rapport à la cicatrisation, parce que sont bien bons là-dedans. Il pourrait également avec ses grosses dents et son air menaçant combattre le cancer. Oh. Alors non, il y a bien des choses intéressantes à faire. Cancer versus requin. Fight! C'est clairement un film qui s'en vient, ça, là. Oh non, dis pas ça à Asylum. Shark Tumor. C'est trop tard, ça. Cancer Nado. Ouais, c'est ah! Ouch. C'est pas le fun, ça. Ça sonne... non, c'est... Ouais. Puis sinon, si j'ai le temps pour une autre nouvelle, oui. Je vais toutes les sortir finalement. La Chine qui est quand même assez il y a le vent dans les voiles, côté économique, scientifique aussi, astronautiquement aussi. La Chine veut lancer des fermes solaires dans l'espace. C'est quand même malade là. Des fermes solaires. Des fermes solaires. Ils veulent prendre l'énergie du soleil. En dehors de notre atmosphère. Pour être capable d'en absorber plus. Oui, un plus gros rendement. C'est pas faire pousser des petits soleils. Non, ça serait dangereux, ça. Ouais. Puis c'est ça, ils veulent, à partir de ces fermes-là, tout de suite transformer cette énergie-là en électricité et beamer down, je sais pas comment,
je suis pas un Chinois, mais ils veulent beamer down cette électricité-là directement sur Terre. Et le premier essai va avoir lieu, ils veulent qu'il y ait lieu l'année prochaine. Wow. Et ils veulent aller jusqu'à des mégawatts là, de potentiel là, d'ici 2050. J'avais lu un article il y a quelques semaines à propos du... Gigawatts d'ici 2050. Ouais, c'est ça. C'est que l'énergie solaire a une limite qui sont déterminées par les lois de la physique par rapport à la conversion d'énergie. Sur la quantité qu'il peut absorber. Et c'est une limite qui est très basse comparée aux autres méthodes. C'est-à-dire que, dans le fond, l'énergie, ça te coûte pour le mettre en fonction. Le nombre de temps que ça prend pour qu'il absorbe versus ce qu'il redonne est pas très élevé comme pourcentage. C'est quand même bon, mais c'est pas viable de penser que ça va devenir la principale source d'énergie dans le futur. Parce que ça va prendre des espèces de gigantesques structures. Ben, d'un, puis de deux, il paraîtrait que par rapport à la maintenance de ces produits-là, toute l'équipe, ça peut devenir éventuellement qu'on va constamment être à perte avec ça, à cause que ça tu sais, un barrage hydroélectrique est aussi clean que de l'énergie solaire. C'est vrai. Une fois qu'il est construit, là, je parle, c'est ça que quand tu le construis, c'est tough, là, c'est tough sur l'environnement autour du bassin, mais une fois fait et installé et fonctionnel, c'est aussi propre que l'énergie solaire et le ratio de production est tellement énormément plus efficace. Ben, au-delà de ce qu'ils espéraient, parce que Hydro-Québec, malgré le fait qu'ils n'arrêtent pas d'augmenter leurs tarifs, ont encore des surplus qu'il faut qu'ils vendent d'ailleurs, parce que sinon on va tout sauter de surplus. Mais c'est ça, il y a d'autres versions de développement d'énergie qui s'en viennent. L'énergie solaire, c'est un bon palliatif, puis surtout l'énergie solaire, la façon que ça peut être développé de façon intelligente, c'est pour les besoins personnels. Bon, oui. Sur les toits résidentiels. Exactement. Mettons, pour avoir toi-même, t'es dans une région où il y a suffisamment de soleil, tu es plus proche de l'équateur. À ce moment-là, c'est super cool d'être autonome question électricité. Puis pour ce qui est des entreprises qui ont besoin de plus de courant, ben là, t'aurais des méthodes alternatives. Mais pour ce qui est d'un véhicule ou d'une batterie ou whatever, tu sais, c'est là que ça devient plus touché. Là. Si on veut comme améliorer les batteries qu'on a pour les téléphones, pour des affaires comme ça, ou de prendre des véhicules autonomes qui vont aller sur Mars plus longtemps, ça a bien fonctionné avec l'énergie solaire pour le rover, on en a parlé tout à l'heure. Il a fait 14 ans sur 90 jours, là. On s'entend que c'était quand même pas pire. Puis il a été arrêté par une tempête planétaire. Ça a pris une tempête qui a tout recouvert Mars dans de sable, de sable, qui a bloqué ses capteurs solaires pendant trop de temps. Et ça a pris ça pour l'arrêter. Fait que c'est viable pour une petite source d'énergie, mais pas de quoi d'énorme. C'est là que ça devient touchy. Bon, hey, il était 12. On fait une petite pause musicale? Ben, avec plaisir. Mais hein? La chanson de la semaine! Sur Grand Speech, parce que j'ai finalement rien dit de pertinent. C'est pas l'émission en général. Non, c'est ça. Je me suis rendu compte que mon point final, c'était quoi? Ben, les Chinois sont dans le champ un peu en voulant faire des gigawatts d'énergie. Ouais, c'est ça. Mon point, c'est un peu ça. C'est que, dans le fond, c'est pas bête de le vérifier, mais je pense pas qu'à long terme, c'est ça la solution. Je pense que c'est une solution temporaire plus qu'une solution permanente. Puis moi, pendant que tu parlais d'hydroélectricité, je me disais, hey, les chutes Niagara, là. Oui. Hein? Non, mais ça a du potentiel. Ouais, mais c'est juste qu'il faut que tu places, c'est d'aller installer des turbines qui peuvent être captées. C'est là que ça vient toucher, là. C'est du stock installer ça, là. Ah oui. Dans une chute qui est présentement, il faut que tu aies dévié pendant ce temps-là, puis c'est énorme, l'eau qui a dévié. Écoute, mais tu sais, à la place de shooter des trucs dans l'espace, là, essayer donc de trouver des moyens ici plus près, tu sais. On s'est même pas encore rendu dans le fond de l'océan. Ben, c'est ça. À part juste James Cameron. Ouais, il y a James Cameron, mais c'est pas vrai. Donc. C'est pas une source d'énergie, James Cameron. Ah, t'es surpris. Tu serais surpris. Mais aller sur un bicycle stationnaire. Sur ça. Cette semaine est arrivée une belle surprise sur Overclock Remix. Quand je dis une surprise, c'est que c'est un artiste un peu plus mainstream qui a fait un remix sur le site. On parle de Disaster Peace. Ça, c'est le compositeur, comment il s'appelle? C'est Ryan quelque chose, je pense. Est-ce qu'on me rappelle plus de son nom? Bref, Disaster Peace qui avait composé la trame sonore vraiment impressionnante du film It Follows, qui sans cette trame sonore-là aurait pas eu le following. Ouais, It Follows. Aurait pas eu ce genre d'impact-là. Parce que le film est très bon dans son petit style. Il n'y a pas de grandes ambitions, puis il accomplit bien ce qu'il veut faire. Il est original dans son approche par rapport au film qui l'entourait dans les années suivantes et précédentes.
mais la musique le met dans un autre petit level de plus qui est le fun que les autres ont suivi par la suite. Des films avec des trames sonores synthwave, il y en a eu par la suite, mais lui, Il sortait du lot. il sortait du lot à ce moment-là. Et c'était en grosse partie à cause de Disaster Piece. Cette semaine, il a posté, dans le fond, ils ont posté sur le site de Overclock Remix un remix de Disaster Piece sur Legend of Zelda: A Link to the Past. Donc, c'est sa version un peu désynchronisée de Chamber of the Goddess. Donc, quand tu vas là pour parler à la grande princesse, puis pogner les petites féeries, puis les mettre dans tes petits bocals. Donc, voilà, Chamber of the Goddess de A Link to the Past par Disaster Piece au Geek contre-attaque. On vient d'entendre la pièce Chamber of the Goddess de Disaster Piece, qui a posé ça sur overclockremix.org, donc tiré du jeu Link to the Past. Ouais, une belle petite surprise cette semaine. C'est le fun, cette petite mélodie-là. Ouais. Quand tu feel weary. Ben c'est ça, parce que... Hop, excusez. Trigger happy, trigger happy, trigger happy. Alors t'as la gâchette facile, fiston. Demande-toi une chose, t'as du bol. T'as du bol, Pink? Du pot? Est-ce que t'as du pot? Est-ce que t'as du pot? Donc, ce que j'allais dire simplement, c'est qu'avec la visite de Philippe Jacques la semaine dernière, on avait de la musique beaucoup plus musclée. Et là, j'ai amené de la musique cette semaine qui est beaucoup plus ambiante. Ben oui. C'est le fun. Ouais. On va prendre ça un peu plus
peu plus chillax. Genre, mais là, on a des nouvelles cinéma. Et Conan, tu vas nous parler un peu de ce que t'as intercepté parce que Yes! Une couple de nouvelles. juste pour te désamorcer en partant, Mais si non. tu nous parles du casting impressionnant qui continue de rouler pour Blade Runner, j'en ai parlé la semaine passée. Dune, tu veux dire? Dune, ouais, Dune. Je sais quoi qu'il y a une nouveau Ouais, non, Dune. Parce qu'il arrête pas de rajouter des acteurs, ça n'a pas de sens. Plus ça avance, plus ça mais va un être autre malade. casting impressionnant d'un biopic qui s'en vient. Oh. Donc, un biopic de Hulk Hogan qui s'en vient. Et l'acteur... Mais qui a demandé ça? Mais ça peut être intéressant parce que je suis sûr qu'il y a une vie intéressante. Mais l'acteur... Mikey, c'était le directeur de casting, c'est qui que tu casterais pour faire... Sans aucun doute, Dan Bigra. Ah, ok. Pas mauvais choix. Toi, mon Eric... Moi, je sais c'est qui, fait que ça va teinter mon jugement. Ah, donc, tricheur. Ben, c'est Chris Hemsworth qui va faire Hulk Hogan. Crime, je t'approche. T'étais pas loin. Mais Chris Hemsworth, pour de vrai, il le fait. Je le vois déjà. Crime, ok, fait que le meme que j'ai vu passer, c'est vraiment vrai, là. Ok. Hemsworth est en train de se faire un beau CV en début de carrière. Il y en a beaucoup d'acteurs qui ont été comme étiquetés super-héros, qui n'ont pas été capables de sortir en dehors tant que ça. Mais lui, à date, ça se passe très bien. Si vous avez vu Bad Times at the El Royale, son rôle d'antagoniste est capoté raide. Hemsworth était dans le magistral Cabin in the Woods, pour ceux qui l'ont vu, là, comme film d'horreur méta, j'ai capoté là-dessus. Mais Hemsworth est dans plein de petits projets en dehors, puis il réussit toujours à bien tirer son épingle du jeu. Donc, j'ai vraiment hâte de voir ça, parce que j'ai confiance à Monsieur Hemsworth. Hey, Vraiment. même dans le remake de Vacation, je l'ai adoré là-dedans. C'était probablement une des seules parties écoutables du Ghostbusters 2016. Aussi. Tu sais, il fait flèche de tout bois. C'était la seule chose qui était écoutable dans Red Dawn, le remake. Ok. Le reste était pas écoutable. Je l'avais écouté dans mon défilm, puis c'est un des pires festivals de shaky cam que j'ai vu de ma vie. C'est dégueulasse. C'était dégueulasse. Anyway, Chris Hemsworth faisait une bonne job dans ce film-là, donc ouais, Hulk Hogan. Ouais, moi je suis sûr qu'il va le faire. Mais Yep. Évidemment, on va voir qu'est-ce qui arrive avec ça. Non, c'est ça, parce Les que- biopics, c'est pas toujours... Effectivement. Mais ouais. par contre, regarde, il y a un film de lutte qui est sorti là, récemment, Fighting with My Family, qui sortait cette semaine au cinéma, qui est basé sur la vie de Paige, qui est une lutteuse féminine qui a percé des années, qui a percé dans les 7-8 dernières années, puis dont sa carrière est déjà terminée à cause d'une blessure. Je me trompe-tu ou elle ressemble un peu à Xena? Ben c'est que Paige, dans le fond, c'est plus un look de gothique qu'elle avait à l'époque, qui sortait beaucoup. Dans le monde de la lutte, il y avait beaucoup les divas qui appelaient à l'époque, là, qui étaient dans des glorified. C'était plus des genres de valets qui faisaient lutter pour comme les vieux vicieux qui étaient comme check ça, elle est pas habillée beaucoup puis elle se bat. Ok. Et elle est arrivée avec un look beaucoup plus sombre et beaucoup plus brutal comme façon de se battre, qui ressemblait au gars. Ça me rappelle de quoi? Et elle avait fait une bonne job à l'époque, autant pour la NXT que dans la WWE. Le film est sorti, il est produit par The Rock. Et les critiques sont très bonnes jusqu'à maintenant. Donc, il y a peut-être un air d'aller. Attends un peu, ça Le s'appelle fun. Fighting for My Family. Fighting with my family. With My Family, ouais. With my family. Oui, c'est parce qu'elle a une famille qui était dans la lutte au complet. Là. Son père avait été lutteur avant elle, son frère l'était aussi. Puis ça, c'est un peu ça, le... là. Quand j'ai vu le titre de ça, j'étais comme, ça va être un drama vraiment que je veux rien savoir. Mais quand c'est une affaire de lutteur, ok. Ouais, ça là, c'est bien meilleur que ça devrait l'être. Donc, chapeau pour ça. Donc, on va voir. Pour Hulk Hogan avec Chris Hemsworth, Je suis curieux. Je suis- oui, c'est je suis Todd curieux. Phillips qui réalise, donc. je suis plus curieux pour ça que je l'étais pour Rami Malek en Freddie Mercury, si tu veux mon avis. Ouais. 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 Autre chose? Oui. Come on and slam, and welcome to the jam. Jam. Oh. Come on and slam, and if you want a jam. Et donc, Space Jam a sorti sa date officielle pour Space Jam 2. C'est 25 ans après. Donc, le 16 juillet 2021, on va avoir la chance de voir LeBron James. Ouais, c'est le tournage commence cet été. Ouais. Beaucoup de post-prod, puis oublie pas que les joueurs de basket là, ont une entre-saison court. C'est un peu comme le hockey, ils finissent mai à juin, puis ils recommencent en septembre. Fait que lui, il peut tourner seulement à l'intérieur de l'été. Donc, on va voir ce que ça va donner, mais c'est cette année que c'est tourné, donc avec Puis c'est 2 ans de post-prod. C'est un reboot. C'est pas une suite, malgré le titre. Et ça va être réalisé par le réalisateur de Black Panther, Ryan Coogler. Mais si c'est un reboot, faites pas... Ça m'énerve. Pourquoi? Space Jam 2, pis c'est un reboot. Ouais. Ça serait le fun, parce que ça serait le fun de faire la suite directe. Tu peux, les toons, ils prennent pas d'âge, OK? Ah non, ils pourraient- les ça Looney pourrait Tunes, être tu peux une pas suite, prendre. là, ça, comme- Et il pourrait faire plein de références à ce qui s'est passé avec Jordan, puis genre un pseudo aftermath du succès du premier.
Oh, où ce oui. que l'acteur, ils se sont poignés, ils étaient constamment en chicane avec les tunes, puis il y a eu quoi de le fun Il y a à faire. du stock à faire. Parce que la réputation de Jordan dans l'univers sportif a changé beaucoup dans les 20 dernières années. C'était un dieu vivant à l'époque des Bulls, OK? Et avec ses nombreuses retraites et stints qui ont été pas très remplis de succès, mais surtout son attitude avec les fans, avec les stars, Jordan a été beaucoup démystifié depuis. Michael Jordan-douche. Ouais, Jordan-douche, ouais, exactement. Et il aurait pu jouer avec ça un petit peu, faire un petit clin d'œil avec LeBron qui est apprécié de tous les fans, sauf ceux de Cleveland parce qu'il est parti, mais ça c'est une autre affaire. Mais bref, honnêtement, je suis curieux. Je suis curieux de voir ce qu'ils peuvent faire parce qu'il y aurait pas dû. C'est long, 25 ans, puis c'est le genre de franchise qui aurait pu en avoir un de temps à autre, puis ça aurait pas fait mal à personne. Tu y vas avec la star de ce temps-là. Bang, après, mettons, 5-6 ans, t'en prends un jeune, puis là, le vieux est là, prend sa retraite, puis c'est là, c'est tout le temps le fun. C'est comme les Muppet Movies quand sortaient un ou 3-4 ans, puis c'était tout moi, j'ai cool. pas vu Space Jam, l'original. Fait que c'était-tu bon? Ben. OK, Non, mais moi, j'étais comme déjà trop vieux. J'ai comme une passe que Looney Tunes était plus drôle. J'étais rendu trop vieux. J'étais comme, Bill Murray est dedans. Ouais. Et lui, il est là pour faire des jokes que les adultes font comme, tu vois le genre. Jordan est horrible comme acteur, ce qui est en soi tellement divertissant. Ouais. Le matching avec les animations est au niveau de Roger Rabbit. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment pris le temps de hyper bien timer les interactions entre les vivants puis les tunes pour les ombres sur les ombres sur les murs, les objets. C'est la scène de départ quand ils sont dans le bureau puis qu'ils cherchent la paperasse, là. C'est capoté raide comment c'est bien fait pour l'époque, surtout, là. Mais non, il est le fun, il est drôle. C'est les Looney Tunes, hein. C'est pas de l'humour très intellectuel et évolué, mais Moses, c'est le fun. Honnêtement, Space Jam, il est le fun. C'est un film pour kids, mais qui est quand même cool pour eux autres. Je tripais sur Lola, je sais pas. Ça l'a réveillé sexuellement bien du monde. Ah ouais. Lola Rabbit. Ce film-là a probablement créé les furries all by himself. OK? Grosse contribution. Une extraordinairement grosse contribution. Donc, attendez-vous à voir des furries au cinéma le 16 juillet. Ouais. 20 021. Nice. 20 021. Wow. OK. Yes. Oui. Sinon, dans d'autres nouvelles du cinéma, il y a les Razzies 2019 qui ont été donnés, qui ont été attribués. Oui. Donc, le grand gagnant de cette année, c'est Holmes and Watson, donc le film de notre cher ami Farrell and Riley. Exactement, réalisé par Ethan Cohen, mais pas Ethan Cohen des frères Cohen. Non, Cohen avec un H. Avec un H. C'est pas le même. Qui a réalisé Get Hard. Mais il a quand même réalisé aussi Tropic Thunder qu'on va lui donner parce que Tropic Thunder est une des meilleures comédies de ma vie, je pense. Ah, c'est tellement bon. Tropic Thunder, ce film-là aurait pas dû exister. Il l'a pas dirigé. C'est ça. Mais Tropic Thunder, je me demande comment ce film-là a réussi à voir le jour. C'est tellement parfait, ce film-là. C'est tellement méta, c'est tellement politically incorrect. Puis pour l'époque, à cause, OK, que c'est irrévérencieux par rapport à l'époque. Ouais, ben oui, c'était le début de tout le mouvement des social justice warriors, des médias sociaux qui explosaient. Tu sais, Tropic Thunder, c'était comme, au départ de ça, c'était comme, c'était milieu 2000? Tropic Thunder 2005, 2006? Tropic Thunder 2008. 2008, bon, regarde, c'est l'année que Facebook est vraiment devenu big. Oh, ouais, c'est avant la génération. Ben, ça a été juste à la limite. Ça a été le dernier qui a été pu faire. Et mon Dieu Seigneur. Et au moment où Tom Cruise, sa carrière était comme un peu mis en péril par ses frasques à télé. OK? Puis moi, t'es comme, ouais, c'est un scientologue, c'est bizarre. Et il arrive avec un rôle. Qui nous a fait tomber en amour avec ce gars-là à nouveau. Écoute, il a fallu que Conan me le dise que c'était Tom Cruise parce que j'ai pas regardé le générique et il est méconnaissable. Et tout ce qui fait Len Grossman ce qu'il est, c'est les idées de Tom Cruise. Parce que le personnage était très flou sur papier. C'est lui qui a décidé d'avoir les gros avant-bras, de faire les moves de danse, de crier comme full proche. C'est tout lui. C'est tellement des meilleurs rôles. Fait que, écoute, Cruise peut être vraiment funny, il est juste rarement casté dans les comédies. Hey, on en veut plus. Moi j'en veux des comédies avec Tom Cruise. Je le sais qu'il peut être drôle. Il serait capable. Écoute, vous rappelez-vous du caméo de Tom Cruise dans Austin Powers? Qu'est-ce qu'il faisait déjà? Il jouait le rôle d'Austin Powers dans le film d'Austin Powers. Ah oui! Mais c'était lui-même, c'était Tom Cruise qui faisait Austin Powers. C'était Tom Cruise dans le rôle d'Austin Powers. C'était avec Kevin Spacey qui faisait Dr. Evil. Witches in retrospect.
Bref. Ah, ben oui. Ah, ouais, c'est... donc... Hey, c'était toute une tangente, les amis. Oui. Donc, c'était le gagnant des Razzies. Razzies. Olds and Watson qui est mauvais, mais oui, et mauvais. Olds and Watson a gagné plusieurs prix cette année. Donc, entre autres, moins bon film, Worst Picture. Il a gagné aussi Worst Remake, Rip-Off or Sequel. Worst Director. Worst... ok, non, Worst Supporting Actor pour C'est John le C. meilleur! Reilly. C'est le meilleur des moins bons. Est-ce qu'il y a un des membres de la production qui est venu accepter le prix ou personne n'a osé se pointer? Pas que je peux voir dans l'article sur Cinema Blend. Parce que c'est souvent ce qui est intéressant dans les Razzies, c'est quand les personnes, eux autres mêmes, vont accepter le prix. Là. Halle Berry qui avait accepté le Razzie pour Catwoman, puis qu'elle s'est mis à bâcher le film en... Paul Verhoeven pour Showgirls l'avait accepté, puis il y avait un speech surprenamment clever pour ce genre de foule-là. Il l'a accepté plus tard, par contre. Il y a pas si longtemps que ça. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, c'est de voir ces artistes-là d'être capables d'aller devant un public. Il y a moyen d'être bon perdant avec classe quand tu reçois ça. Là. C'est fait pour ça. Tout à fait. Donc, voilà. Holmes and Watson, à ne pas voir... si j'étais encore dans mon défilm, je testerais juste pour le fun de voir à quel point il est mauvais. Mais là, avec aucune raison, aucune motivation supplémentaire, j'ai aucun intérêt de voir ce film-là, jamais, ever. Tu sais, j'aime bien Will Ferrell. C'est pas mon préféré dans les comédiens, mais quand il est en feu, il est en feu. Je veux pas le voir tomber bonne même. Ça fait déjà un bout, tu sais. Pour ma part, Holmes et Watson est trop poche, vraiment, pour que je l'écoute. Je suis plus, moi, du genre film moyen. Je me spécialise, je pense, dans les films moyens, puis je vais vous en parler tantôt. J'en ai vu 2 récemment. Des bons moyens. Des bons moyens? Oh, oui. Tu sais, les moyens crémeux. Là. Ouais, mais parlant de moyens, si on veut que la station acquiert des moyens, ben oui. il va falloir qu'on fasse une pause. C'est une bonne idée, ça. T'as des transitions, Tabarnouche. On s'en va dans 2 minutes de temps. Alors attention, ici c'est François Pérusse et ce que vous écoutez en ce moment, c'est les Geeks contre-attaque. Fait que, watch out. À CKRL 89,1. De retour de la pause, revoici les Geeks contre-attaque! Et nous sommes de retour pour la deuxième partie de l'émission de cette semaine des Geeks contre-attaque en ce 23 février 2019. On n'a pas le temps de tout voir, tout jouer, tout entendre. C'est la raison pour laquelle nous vous présentons la critique en retard. Fait longtemps qu'on n'a pas entendu ce thème-là. Ben oui. Et ce que les gens ignorent, juste un petit... voyons, excusez. Un petit avant-goût de ce qui se passe dans l'arrière-scène. La critique en retard, quand on l'a enregistré, on a placé un retard artificiel en étirant les deux. Comme ça, c'est pas le vrai délai entre le moment où tu as dit en et retard. Eric, on a placé un retard. Pour vrai. Insulte pas l'intelligence de nos c'est méta, c'est cool. Oui. Je pense qu'il avait compris. Là, tu prends du retard dans ta chronique. Là. Je trouve ça cool, OK? C'est vrai que c'est cool. Cool à l'os. C'est complètement buzzant. Et plus même trippant. C'est carré, t'as le genre capoté. OK, donc... on fait du vent, man. Là, je fais ma chronique. OK, bon, franchement. Tu sais, je veux dire, là. Donc... C'est le fun au bout. Arrête. On est parti dans le loop, là. Bon. Wow, Max. Hey, tu vas-tu nous parler de Ouattatata parce que là, c'est en retard en sacré mot. Non, c'est correct. Ça, ouais. C'est parce que quand on part là-dessus, ça finit plus. OK. Ma critique en retard est sur un jeu qui est sorti au mois de... Si je me trompe pas, c'était à l'automne. Un peu en même temps que un mois avant Red Dead Redemption, donc Assassin's Creed Odyssey. J'ai commencé ça la semaine dernière grâce à mon ami Simon, la semaine passée, qui travaillant chez Ubisoft et ayant travaillé sur ce jeu-là, qui a été entièrement conçu à Québec, je tiens à le spécifier. Donc Simon m'a amené une copie.
Mais amuse-toi avec ça. Fait que là, j'ai commencé à jouer. Et l'année passée, j'étais occupé, je pouvais pas gamer. Là. Il se passait de quoi, là, je me rappelle plus. Mais bon, j'avais une tâche quotidienne qui m'en empêchait. Mais là, maintenant, j'ai eu le temps de m'absorber, d'entrer dans ce jeu-là. Petit disclaimer, entre guillemets, petit avertissement, que je n'ai pas joué à la série Assassin's Creed depuis ma tentative de jouer à Unity il y a quelques années. C'est en France, là, hein, Unity? Ouais, c'est celui qui avait eu des bugs dégueulasses à sa sortie, là, qui avec était le comme... monde pas de face puis juste des yeux qui frottent. Exactement, que le framerate droppait à 15 frames secondes. C'était dégueu, là. Et moi, j'avais comme complété Black Flag au complet dans le story mode. J'avais tout fait. J'avais trippé là-dessus. Et Unity, ça a été... j'ai joué 15 minutes, puis je l'ai revendu. Je me l'ai fait donner, puis je l'ai vendu. J'ai eu 5$ pour dans une boutique en crédit, là. Mais tu sais, je me l'étais fait donner, je m'en foutais. Mais j'ai même pas... Le jeu était gratis, puis j'ai pas mis plus que 15 minutes dessus tellement le jeu était pas jouable. Et ça, c'était après les patchs. Aïe, aïe. Fait que j'avais comme un peu abandonné la franchise depuis ce temps-là. J'avais entendu dire que Syndicate était mieux. Origins avait eu des bons reviews, parce qu'Origins avait été pris quand même 2 ans et demi après la sortie de Syndicate. Là, il avait décidé de prendre une pause pour vrai. C'est ça, 2 ans et demi, 2 ans? En tout cas. Et Origins avait eu des bons commentaires parce qu'il avait complètement refait le système de combat et tout ça. Et c'est très visible dans Odyssey, celui que je joue maintenant. Créé à Québec en parallèle avec le développement d'Origins. Donc, c'est pas la même équipe. Donc, eux autres, ça faisait pas juste... Il n'y a pas eu juste 1 an de développement entre Odyssey et Origins. Une couple d'années déjà. Lui, là, ça faisait comme 3, 4, 5 ans qu'il travaillait dessus. Donc, entièrement à Québec. L'histoire en dehors d'Animus inclut beaucoup la ville de Québec dedans. Dans les choses d'histoire, ce qui est quand même trippant. C'est le fun qu'il mentionne. Puis c'est pas mentionné de façon, hey, clin d'œil, Québec est cool. Non, c'est genre Québec comme une autre ville qu'il y a dans un jeu. Une autre ville qui a une expérience historique comme toutes les villes. Exactement. Ouais. Puis c'est le fun de voir comme casually rentrer dans ces aspects de ces jeux-là. On n'entend pas souvent parler de Québec en dehors du Québec. Donc, là, c'était fait à Québec, mais c'est porté à toute la planète. Et là, t'as Québec qui est mis sur la map comme étant une ville de gel parmi les autres. Il y a quelque chose de fun avec ça. J'ai trouvé ça trippant. Le jeu en tant que tel. Bon, le système de combat complètement différent des anciens Assassin's Creed. Ça veut dire que tu regardais qu'à un moment donné qu'il y avait un flash dans l'écran, tu pesais sur triangle, tu faisais une contre-attaque, tu le tuais automatique et tu spammais le triangle jusqu'à ce que tu aies tué tout le monde en dansant. Ouais, c'est ça. Ça, c'était l'Assassin's Creed à une certaine époque. Ça l'a beaucoup changé. Beaucoup de le timing, le niveau de difficulté a augmenté, puis c'est beaucoup plus dynamique la façon de se battre. Ça te demande beaucoup plus de réflexion puis de perspicacité sur les choix que tu vas faire dans ta stratégie de combat. À quel point tu vas être tu vas être discret au début pour essayer de dispatcher le plus de monde possible sans faire de bruit, jusqu'au moment où tu vas décider que tout explose puis que là tu vas te mettre à te battre au travers du monde. Il y a comme beaucoup d'attention qui a été mis là-dessus pour que les combats et l'action se ressentent plus viscéralement pour le joueur, ce qui est hyper trippant pour ça. Ils ont rajouté un mode d'exploration dans le jeu, c'est le mode qui suggère quand tu joues. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des petits éléments qui apparaissent sur ta boussole, te dire, OK, le prochain aspect de ta mission, il est là. Va là. Fait que là, tu faisais juste suivre ton GPS puis tu regardais pas la route. Ouais, exact. Right? Là, ils ont fait un mode, le mode exploration, c'est simple. C'est quand tu as un prochain objectif dans n'importe quelle mission, que ce soit une mission, une side mission de base ou que ce soit la mission principale. Il te donne des directions. Il va te dire, la chose que tu cherches se situe dans telle région, au nord de tel monument. OK. Donc, OK. Fait là, t'arrives dans cette région-là, tu recheckes un peu, tu vois le monument, OK, bon, je vais aller au nord. Et là, tu te mets à rechercher, tu regardes la map. Fait que tu consultes constamment la carte et tu as à observer beaucoup l'environnement pour te déplacer. Ce que je trouve trippant parce que c'est le fun que le travail qui a été mis sur l'aspect graphique du jeu puis du map design est mis à contribution dans le sens que là, faut que tu regardes, là, faut que tu explores, là, faut que tu absorbes ce monde-là. Ouais, c'est ça, tu te sens vraiment plus cool. Comme un explorateur. Là. Comme dans Skyrim, où c'est de mettre des modes pour enlever le plus de guidage possible. Puis tu enlèves complètement les fast travel, puis tu te mets à promener des places que tu t'étais jamais promené, puis tu as joué à ce jeu-là pendant des années. J'ai ce feeling-là avec Assassin's Creed Odyssey. La map est huge. Et quand je dis huge, c'est étonnant. Tu commences au début, t'es sur une île, puis c'est là un peu ton île de tutoriel, c'est là que tu découvres la façon de jouer au jeu. Et là, tu réalises la distance que tu avais à parcourir sur l'île, OK? Fait que là, tu compares avec le prochain pays. Fait comme, OK, c'est un petit peu plus gros, nanana, tu vois un gros pays, tu fais comme, wow, OK, puis là, il y a des îles à côté. Puis là, tu descends, tu fais comme, ouais, ça descend plus bas. Et t'as quasiment le double plus bas, tu fais, mais qu'est-ce qui se passe? C'est énorme.
Fait que là, j'ai pas fini d'explorer cette map-là, ça va être capoté raide. Moi, je suis un genre de complétionniste, en bon anglais, et j'aime pas laisser des places dans la map pas explorées ou des locations qui a pas de petits checkmarks dessus parce que j'ai pas tout pogné les affaires. Ça m'énerve. J'aime mieux tout finir. Fait que là, j'ai pas fini. Puis ils ont bien placé le début de l'histoire justement pour tu sais, pour te rendre compte à quel point, tu sais, pour te surprendre de par la taille de la carte. Là. Effectivement. Ils ont pas commencé dans le milieu. Effectivement. L'histoire, ils ont beaucoup, pour ceux qui se demandaient, j'en parlais d'ailleurs hors d'onde avec Conan, on a déjà un peu pris en dérision Assassin's Creed, la franchise Assassin's Creed, sur leur condescendance historique dans certaines des itérations précédentes, où ce que c'était comme, oui, vous avez fait vos devoirs, c'est extraordinaire, vous avez fait du beau travail de recherche, mais arrêtez de nous l'étamper d'en face tout le temps. Avec des conspirations. C'était un gros puis les histoires de plein de choses. Ouais, puis de création de l'homme. C'était comme la surambition. Okay? Puis faut qu'une histoire y aille loin pour être intéressante dans ce genre de jeu-là. Tu veux toucher à de quoi de gros. Mais là, c'était rendu que ça s'étouffait soi-même dans sa propre ambition. Puis ça devenait des fois un peu comme pédant par moment. Ils ont beaucoup levé le gaz là-dessus. Reste que c'est encore une partie du lore d'Assassin's Creed est là, puis il y a des trucs un peu probablement surnaturels par rapport à l'origine d'une race ancestrale, tout ça. C'est encore là, mais ils ont levé le gaz beaucoup. Là. C'est très concentré sur ce qui se passe de façon plus crédible, et le personnage dans un monde, la Grèce antique, où tout le monde veut faire en sorte d'apaiser les dieux ou de les vénérer. Elle crée pas à ça, puis elle pense que tout ton personnage, ben là je dis elle, parce que tu peux choisir un gars ou une fille. J'ai pris la version féminine, j'ai pris Cassandra au lieu de Alexios. Et ils ont des pouvoirs différents hein, aussi. Non, pas tant. Non? Il y a pratiquement pas de différence. Okay. C'est vraiment plus cosmétique, je dirais. Okay. Mais je vais te donner dans 40 secondes, je vais te dire pourquoi j'ai pris elle plutôt que l'autre. Mais pour finir mon point, c'est que elle semble plus attachée à ce qui se passe pour vrai, puis mettons, au lieu de penser qu'un oracle, c'est quelqu'un qui se fait parler par les yeux puis qui dit l'avenir, elle pense que c'est quelqu'un qui peut être manipulé par quelqu'un d'autre pour donner des messages X pour contrôler la population. Et plus sceptique, et plus bon sens, investigatrice, plus gros bon sens. Ce qui est un vent de fraîcheur dans un genre de franchise où ce que c'est tout le temps les grandes révélations qui mettent toute la réalité en perspective. Puis, c'est toi le choisi et tu es l'élu. Là, ça, il y a encore ça, mais comme je te dis, c'est tout un peu plus dosé de façon. Ça peut être bien écrit cette affaire-là, mais exactement. Ça n'était pas. Ça s'est amélioré. Ça, je le donne, là, ça s'est amélioré. Ils ont rajouté 2-3 petits modes, un mode mercenaire qui ressemble un peu à ce qui est une version peut-être diète de tout le mode Nemesis dans les Shadow of War puis Shadow of Mordor. Okay. Où ce que dans le fond, t'as un suivi avec les mercenaires qui sont de ton niveau, mais t'as des échelons de mercenaires. Parce que tu peux monter en grade, pogner les mercenaires de plus haut niveau. Ouais, ok. Puis c'est ça, puis ils vont te traquer, toute l'équipe peuvent être partout sur la map, tu peux traquer individuellement, tout ça. Il y a un mode spécifique avec un genre de culte de société secrète qu'il faut que tu les découvres puis t'es assassines. Mais ils sont cachés partout dans la map. Quand ils se rencontrent, ils sont masqués avec des robes. Donc, pour découvrir leur vraie identité, il faut que tu trouves des indices. T'en tues un qui va donner un indice pour un autre. Puis ça fait en sorte que... Fait que c'est comme ça rajoute un petit layer, le fun, à un jeu qui sinon pourrait devenir très répétitif. On s'entend que la carte est énorme, t'inquiète. Et ça, c'est pas comme Skyrim ou d'autres jeux où ce que le côté RPG fait en sorte que t'as plein de tâches différentes que tu peux accomplir. Dans celui-là, c'est va quelque part, assassine ce qu'il y a là, ramène l'objet à telle place, c'est des fetch quests puis des kill quests. C'est Assassin's Creed. Mais le jeu est beaucoup moins vertical, beaucoup plus... le monde est mieux développé. Graphiquement, il est extraordinaire. J'ai pas trouvé de bug apparent encore. Ça fait peut-être une 20aine d'heures que je mets dessus. Okay. Comparé aux 2-3 dernières itérations, c'est quand même extraordinaire. Là. Ils ont fait beaucoup de chemin. Et c'est une belle petite fierté de savoir qu'un Assassin's Creed qui a été fait complètement à Québec est peut-être celui que je suis content qui ramène la franchise à la bonne track. Là. Odyssey, honnêtement, là, si vous n'avez pas joué encore, gâtez-vous. Il est absorbant, il est le fun. Pour ceux qui aiment la franchise, il est vraiment legit. Pour ceux qui ne l'aiment pas, peut-être, ça peut être un bon essai. Mais honnêtement... Mettons, j'ai jamais joué à Assassin's Creed. T'as jamais joué du tout? Celui. Ok, ça te donnera pas une bonne idée de qu'est-ce qu'est Assassin's Creed parce qu'il est très différent des itérations précédentes. Mais, c'est un jeu legit, c'est le fun. Ok. C'est le fun. Honnêtement, là, il y a eu beaucoup de belles petites améliorations qu'ils ont faites au truc précédent. C'est sûr que un des bémols,
c'est encore une fois Ubisoft qui peut pas s'empêcher de mettre un rang de use store où ce que tu peux acheter des points puis accélérer ta progression. Donc le grind de montage de niveau est ralenti un peu dans le jeu puis ça paraît pour te donner le goût de dépenser de la vraie argent pour t'acheter des crédits. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Ça, c'est là. C'est pas... Tu peux le faire sans ça. Puis moi, je vais prendre le temps que ça va prendre pour le faire sans ça, tu comprends? Ça va me prendre plus de temps que la moyenne des ours. Mais, on va prendre le temps, ça me dérange pas. Dernier point. Mais c'est ça. Dernier point, la musique, es-tu bonne? La musique? Ouais. La chanson de la semaine 2! Une façon de le savoir, puis c'est d'écouter un extrait de la trame sonore. On va y aller avec Legend of the Eagle Bearer, de la trame sonore de Assassin's Creed Odyssey. On écoute ça au Geek Contre-Attaque. Alors, c'était Legend of the Eagle Bearer, la légende du porteur d'aigle de Assassin's Creed Odyssey, dans laquelle je joue en français, soit dit en passant. Parce que Ubisoft, on va lui donner, depuis le premier, j'ai fait ça, j'avais ça en anglais, j'ai fait, ouais, c'est correct. Mais en français, c'est meilleur.
Ben oui, c'est la version originale. Exact, c'est pratiquement la version originale. Et autant en anglais en français, c'est vrai pour les deux, la raison pour laquelle j'ai pris Cassandra, que j'allais y revenir. Ouais. Le voice acting, la personne qui fait la voix de la fille versus la voix du gars, autant en anglais qu'en français, la fille est clairement supérieure. Ah, bon, ben... Étant donné que c'est la voix qu'on entend le plus souvent, tu sais. Hey, c'est un peu comme moi, ça, ici, à CKRL. Je suis la voix qu'on entend le plus souvent. OK. Nice. Ouais. Il s'agit d'un petit écran pour l'humanité, mais d'un écran de géant pour les geeks. Chronique Télé. Oh, tu nous fais une petite chronique télé, Mikey Boy! Ben, télé, oui, parce que, bon, je suis propriétaire d'une télé intelligente, donc je vous parlerai pas de District 31 ou de le Club des 100 watts, ça marche-tu encore, ça? Mais c'est pas, non, c'est pas ça. Je vais vous parler de ce que j'ai vu sur Netflix, évidemment. Bon, chronique télé. Puis, je disais tantôt dans l'émission que je suis un adepte des films moyens. Ouais. Et les deux films que je vais vous parler, c'est en plein là-dedans, parce qu'il y en a un sur IMDb, il est à 6.2. L'autre, il est à 5.1. Donc, c'est assez moyen. C'est assez moyen comme film. Et non seulement ça, mais bon, je dois avoir ma dose annuelle de films d'horreur. N'importe quel film d'horreur, j'aime ça découvrir des films d'horreur. Et plus particulièrement, je me suis penché dans le style teen horror. Alors là, ceux qui ont lu dans leur jeunesse des frissons, c'est exactement dans cette talle-là que je m'enligne. J'avais l'impression de regarder des films frissons. C'était malade. Premièrement, je vais vous parler de Wish Upon. Wish Upon. Wish Upon, ça, c'est le genre de film tellement mauvais, ok, selon du monde, que ça traverse ça traverse complètement la zone de pas écoutable pour retomber dans la zone d'écoutable l'autre bord en faisant encore. C'est tellement pas bon que c'en est bon, là. Ben, c'est ça. Je l'ai écouté au complet, puis j'ai eu du fun à l'écouter, là. Les gars de c'est les gars de Red Letter Media, il y a 2 ans, qui avaient considéré comme c'était un des meilleurs films de l'année, qui avaient écouté des films poches. Ben, Wish Upon, il est sorti sur Netflix, hein? Il est sorti sur Netflix, Oh, ok. et c'est une adaptation très lousse de l'œuvre de W.W. Jacobs, de Monkey's Paw, évidemment, où ce que les Simpsons l'ont fait aussi, c'est que la personne reçoit un objet quelconque qui lui permet de faire des vœux, et ces vœux-là se transforment en caca. Parce que ces vœux-là, il y a un prix sanglant à payer sans qu'il sache. Oui. La fille est tellement stupide, elle se rend compte de rien. Elle fait un premier vœu et soudainement, quelqu'un dans mon entourage disparaît juste après que j'ai fait puis, c'est mon tour de faire un vœu je maintenant. vais en faire un autre. Tu sais, je sais pas c'est pas grave. Il y a peut-être un pattern, mais je saurais pas tant que j'aurais pas essayé 6 fois. Bon, oui, non, c'est à peu près ça, là. Le début du film est bizarre. Le début du film, tu vois clairement que sa mère, avec un air de dread là, dans les yeux, jette quelque chose. Sinistre. Ouais, un air sinistre dans les yeux, jette quelque chose au vidange et s'en va. Mais tu le sais, évidemment que mais tu le sais que c'est cette patente-là, c'est une espèce de boîte là, chinoise, bon. Mais tu sais, c'est emballé là, tu le sais pas que c'est ça, mais tu le sais clairement, tu sais c'est quoi le film, tu sais, puis en tout cas, pourquoi cette famille-là vit dans une espèce de maison bien ordinaire, ils ont pas précisément d'affaires le fun dans leur vie, c'est bien basic. Qu'est-ce qu'elle a fait avec ses vœux, cette bonne femme-là? En tout cas, mais tout ça pour dire, Wish Upon, ça vaut vraiment la peine pour, tu sais, mets ton cerveau à off, mets ton cerveau à on, puis pinpoint toutes les affaires de croche dans ce film-là, tout en appréciant la prémisse, parce que moi, je suis un gars qui trippe sur les prémisses spéciales. Bon, les vœux, je trippe, donc voilà. Et ça a été écrit et réalisé par des personnes du 3e âge, ok? Ah, ça se peut très bien. Qui veulent faire un film pour les jeunes parce qu'ils pensent comprendre les jeunes. Ah ben non, mais ça marche toujours, ça. Ça, c'est toujours le parfait chemin
besoin pour que ça marche avec les Hey, jeunes. salut les kids! Hello, fellow kids! Fait que Je connais pas l'âge de John R. Leonetti ni de Barbara Marshall, mais c'est respectivement le producteur Oui. et l'auteur. Exactement, sont en soixantaine avancée. Ok. Et il était sûr qu'elle était capable de faire un film puis de comprendre les adolescents. Donc, juste pour ça, vous pouvez vous imaginer le genre d'accident de train que ce film-là vous expose. Ça a l'air capoté raide. Ah, mais c'est merveilleux. Et un autre, j'avais encore plus l'impression que c'était un frisson. Il est un peu meilleur, je disais, 6.2. Oui. Ça s'appelle Look Away. Look Away, ça a été fait en... T'appelles un film Look Away, me semble tu... Ben, je connais des gens qui ont fait un CD qui s'appelle Écoutez pas ça, là. Écoutez-moi pas. Hein. Bref, ça s'appelle, c'est ça. Ça a été produit par et écrit par Asaf Bernstein. Je sais pas c'est qui. La prémisse, parce que je suis un gars de prémisse, c'est une fille qui vit dans elle a une vie vraiment comme d'adolescente qui est martyrisée là, à peu près là. Tu sais, comme toute vie d'adolescente là. Elle va dans un collège privé. Elle se fait boulier. Son ami, c'est pas vraiment une amie, c'est une frenemy, une espèce de bitch qui arrête pas de... Bon. De la manipuler. Ouais, puis, c'est ça. Ses parents, ça va mal. Son père est chirurgien esthétique. Sa mère se fait tromper à tour de bras. Puis en tout cas, tu sais, l'ambiance est vraiment glauque d'un bout à l'autre du film. Et ça, fils de docteur, là, c'est une vie de misère. Là. Ouais, ça, c'est pas facile. C'est mais tough. si t'es riche, t'es malheureux même si t'es riche. Bon. Voilà, c'est sûr. Puis elle se met à voir des trucs dans son miroir. Son miroir est le reflet d'elle-même, mais des fois, elle ne fait pas exactement ce qu'elle fait elle. Et ça s'enligne vers là. Puis là, elle s'appelle Maria, et là, son miroir commence à lui parler. Son miroir, la personne dans le miroir s'appelle Hiram. Ben ouais. Son nom à l'envers. C'est malade! Mais c'est tellement astucieux! J'aurais pas pensé à ça. C'est génial! Puis, non, mais... Pourquoi ils n'ont pas donné une palindrome comme nom? Ça aurait été drôle. Ouais. Ça aurait été drôle peut-être pour toi, mais peut-être pas pour le producteur. Bref, puis c'est ça. La fille vire, à un moment donné, elle peut plus en prendre, Et la fille dans le miroir, il dit, laisse-moi prendre ta place. Mets tes mains sur le miroir et embrasse-moi. Et puis là, à un moment donné, elle fait ça. Puis là, elle vire full-on evil bitch. Puis là, elle se met à faire des couplates et ça finit vraiment. Ça commence glauque, ça finit glauque et c'est une ride quand même très amusante. Je le recommande. Look Away. Ah ouais, 2018. Look Away. Ouais. Regardez ailleurs. Regardez-lui. Ouais, Regardez le film, mais regardez... Ouais, bref. Check-moi pas, mais check-moi. Check-moi Ouais, pas, c'est check-moi bien. Ouais, ça fait adolescence, hein. Mais là, Puis- tu sais quoi tu regardes? Personne me regarde. Puis, c'est ces deux films-là, je voulais vous parler parce que c'est le genre de film que personne se doute que ça va avoir du potentiel divertissant. Puis moi, je suis l'explorateur du moyen. Ok, On a ben, un pyrologue, je suis l'explorateur du moyen. Parfait, ça. Alors, c'est ça. le fun que t'aies trouvé l'adolescente en toi cette semaine. Oui! Ben oui. Mais, Tabarnouche. maintenant, je vais aller pleurer dans mon coin parce que t'es méchant. Moi, ça? Ouais, puis Ah, ouais? j'ai 2 minutes pour pleurer à peu près. Autour de 2 minutes? Je veux pas en parler! Alors attention, ici c'est François Pérusse et ce que vous écoutez en ce moment, c'est les Geeks contre-attaque. Fait que, watch out. À CKRL 89,1. De retour de la pause, revoici le Geek contre-attaque! Alors, avant de faire jouer mon thème préféré de tous les thèmes ever qu'on a fait, Hey, c'est vrai. ben presque. Chronique Dragon est là, un proche. Ouais, mais, mais- celui-là, c'est solide. Mais avant de faire ça, merci Mikey pour ta petite chronique film. Ben, y a Fait pas de qu'on- problème. On a eu chacun notre petit moment de gloire. Donc, j'ai eu mon 15 minutes avec ma chronique en retard. T'as eu ton 15 minutes avec ta chronique télé. Ouais, mais avant Mais- de passer à ton thème, justement. C'est ça. Et avant de passer à la demi-heure complète qu'on accorde à Conan, c'est tout le temps le fun de l'avoir en studio anyway. Lui, ses bretelles et son énergie resplendissante. Hey, t'as l'air épuisé, mon chum. Hey, c'est une grosse soirée. C'était une bonne soirée. Donc, on va parler quand même d'un événement qui s'en vient bientôt, là. Ben oui, c'est le concert d'Ariane Moffat, le 22 mars, mais une semaine après ça, c'est le Radioton. Oh
tu me swerves un petit peu, là. Donc, le Radioton, oui, Oh, évidemment. Oui, le 29, 30 et 31 mars. Toute la fin de semaine et on est en pleine campagne pré-radioton parce que faut amener de l'eau au moulin et pour ça prend de l'argent. Oui. Parce que l'esclavage est fini. Il faut qu'on les paye, les petits doutes qu'on prend avec des sioux. Tout ça pour dire, Qu'est-ce que t'as dit là? je le sais pas. Continue. C'est écrit toute sa feuille. C'est- Non, c'est Moi, pas je écrit. lis- je lis J'ai la- la feuille. J'ai la même feuille que toi ici. On n'a pas la même feuille, je pense. Non? Donc, jusqu'au 29 mars, Ouais. vous avez 2 prix à gagner, c'est-à-dire un prix culturel dans lequel Oui. il y a des paires de billets pour des spectacles tout au long de l'année. Là, il y en a en mai, en juillet et en décembre. Oui. Sinon, si Sur le vous êtes- Coyote, les choristes, la série Apéro, est-ce qu'il y en a plein, là? Ouais, c'est ça. Sinon, si vous êtes plus sportif, il y a une certificat cadeau de 150$ chez le Pédalier qui n'ont pas que des bicycles, qui ont aussi des skis, plein de trucs de plein air. Oui. Vous pouvez gagner ça de 2 manières, soit en faisant un don pré-radioton de 20$ ou plus. Ça, c'est associé au prix Effectivement. culturel. Oui. Sinon, le prix sportif, le prix loisir, c'est si vous renouvelez votre carte de membre ou si vous devenez membre Yes. pour la première fois au coût de 25$. Pas obligé de vous déplacer. Vous pouvez le faire sur les heures de bureau en semaine de 9h à 17h30 au 405 3e Avenue. Ou sur ckrl.com. Ça, .ca, je me rappelle plus laquelle. ouais, ben ça, c'est si ça vous tente pas de vous déplacer, justement, vous Ouais. utilisez PayPal via notre site web. Sinon, si vous êtes comme moi, vous êtes des gens de téléphone, vous téléphonez au 88 640 2575 poste Yes. 201 pour parler à Danny. Il va vous arranger ça, il va faire votre don pour vous. Mais évidemment, c'est vous qui payez, mais il va arranger le don pour vous. Ou il va renouveler votre carte de membre pour vous et vous allez avoir votre nom dans un des 2 tirages. Effectivement. Et si vous avez déjà votre carte, vous faites le ton pré-radioton, bien entendu, mais si vous avez pas de carte, au lieu de faire un don de 20$ comme ça pour nous encourager, pognez votre carte, parce qu'en plus, OK, ça coûte 25, c'est juste 5$ de plus que le don minimum pour participer. Puis cette carte-là, toute l'année, vous avez des rabais dans plein d'entreprises qui encouragent CKRL aussi. Vous boire du thé, faire du yoga, plein de trucs. Et ça vous donne le droit de participer à tous les concours qui sont ici en ondes, à toutes les émissions. Vous êtes éligible pour gagner n'importe quoi grâce à cette carte-là. Parce que si vous n'avez pas la carte, c'est plus compliqué. Il y a des concours qui sont pas éligibles, d'autres oui. Mais la carte vous donne cette opportunité-là en plus. Donc, c'est un mot juste de bon deal. Là. Ben oui. Puis il va y avoir plein d'événements de toute façon cette fin de semaine-là pendant le Radioton. C'est toujours capoté. On transforme l'ère administrative en cabaret. Donc, il y a plein de... il y a- Bon, la musique des invités, ça va être le fun. Ben, au c'est bout. ça. Yes. Voilà. Après Cronen le barbare, Cronen le destructeur et Cronen le bibliothécaire, voici Cronen. L'Arsenault. Oh, Mikey! Wow. Quoi est interrompu? Qu'est-ce que t'as fait là? Conan blocked, mon homme. Conan bloqué. Nice. Non, c'est parce qu'il est fatigué. Je voulais que ça aille avec son move. C'était excellent. Wow. Wow. C'est sûr qu'on l'a fait jouer souvent, fait que c'est pas, tu sais, une fois altéré, c'est correct, mais man, tu m'as coupé dans mon élan. Là, j'étais comme en pleine montée de testostérone, le poil me poussait ses bras. J'étais comme le regard rempli de larmes de la victoire puis d'espoir pour la race humaine, et bam! Tout ce élan glorieux-là, c'est éteint. Écoute, j'étais au piton. J'ai le droit de faire ce que je veux. Nippé dans le bud. comme on Ouais, dit. nippé dans le bas de buddy. Donc, Hey, j'en ai dessus qu'est-ce écouté des que- affaires. ouais, J'en c'est ai-tu ça. écouté, là? Je check ma liste, puis je sais même plus que j'ai écouté, de quoi j'ai parlé, que j'ai pas écouté. On va commencer par l'affaire la plus vieille dans ma playlist. Un gros film d'action, Aquaman. Ah ouais, Donc, avec Adam Sandler. ouais, exactement. Aquaman qui se bat avec ses Bobby. Ah non, ça, c'est le porteur d'eau. Ouais, je me suis voilà. trompé. Ah, Ok. ah, ok, c'est donc, Waterboy. C'est ça. Donc, Aquaman and Waterboy, c'est son nouveau ça, sidekick. c'est la suite, d'ailleurs. Aquaman qui a passé à la gratte pendant le temps des fêtes, question box-office. Hein? Ouais, Fait de l'argent, Moses. réalisé par James Wan, connu pour ses films d'horreur, son premier film dans les films Oui. de super-héros. J'ai
Les détesté. Fast and Furious aussi, c'est lui? Non, Oui, c'est Justin Lin. Justin Lin, ouais, exact. Ok, excuse. Ou Justin Wu, en tout cas. Justin Lin. Ouais, ça se peut. Donc, oui, non, pas mauvais, mais ça m'a laissé, somme toute, un peu froid. Aussi, bon, là, j'ai vraiment l'air du gars super sleepy, parce que je vais vous dire, très souvent dans cette critique, que je me suis endormi dans plein de films que je vais vous parler. Aquaman fait partie des films que j'écoutais dans mon salon et doucement, je l'écoutais pas vraiment. Ok, tu t'es laissé bercer par les flots. Voilà. La seule chose qui m'a comme sauté au visage, c'est le visage de Nicole Kidman qui est de plus en plus imperméable à une plasticité. Donc, je sais pas qu'est-ce qui se passe avec cette femme-là, mais faut qu'elle arrête ce qu'elle fait. Peu importe ce Mettons qu'elle est en train de faire. que Kidman, bientôt, elle va avoir l'air moins vrai que sa statue de cire, Madame Tussaud. Elle ressemble, selon moi, là, elle commence à ressembler aux madames dans Brésil qui se font faire la chirurgie esthétique, là, ceux qui se font tirer la peau. Là. Mon Dieu, ça y a... Oh, quelle Elle vieille ressemble à référence. ça. Elle ressemble à ça. Ok, oui, c'est mais, spécial. tu sais, sinon, dans les films de DC, c'est pas mauvais, le casting est bon, tu sais, le world building est intéressant, mais... C'est gros, ça s'est grandement amélioré dans les dernières. Oui, mais tu sais, ça m'a pas... ça m'a laissé un peu froid, mais je serais pas contre, mettons, le réécouter, vu que j'ai pas laissé une vraie chance. J'ai l'impression qu'ils ont essayé de faire un Ragnarok d'ici. Ouais, mais pas du tout avec... Non, parce que Ragnarok, tout de suite, c'est clair que c'est une comédie, là, tu sais, Okay. dès la scène d'ouverture avec fun en partant. Chris Hemsworth qui spin sur la chaîne, puis t'as peu, tu sais. Déjà là, il y a un ton d'être... Là, ça, c'est plus un film sérieux, qui a quelques moments de légèreté, mais c'est un film sérieux avec des issues sérieuses. DC sont toujours sérieux. Ouais, c'est ça. OK. Toujours Mais, sérieux. tu sais, c'était pas... C'est pour ça que j'ai hâte de voir Shazam. Ouais, qui va être potentiellement une petite comédie. Parce que Suicide Squad a essayé d'être drôle, mais plus edgy que drôle. Tu sais, Shazam, il est tellement l'air d'un grand imbécile. Ah! Oui. Casté parfaitement. Puis si la bande-annonce donne une idée du ton, je suis vraiment curieux de voir ce que Shazam va donner. Ouais, moi aussi, pareil. Pareil. Après ça, dans ma liste, qu'est-ce qu'il y a dans ma liste? Il y a, ah oui, ça a été une belle surprise, dans une franchise que, honnêtement, j'avais un peu abandonné depuis longtemps. Et c'est le film Dragon Ball Super Broly. Non, Dragon Ball Super Broly. Ouais, j'ai entendu des bons commentaires à ce film-là. Honnêtement, là, tu sais, moi, Dragon Ball, je les ai plus lus quand j'étais jeune, mais Ouais. j'ai pas tant écouté les BD, les dessins animés, puis j'ai encore moins suivi les GT, puis là, j'ai comme pas réécouté depuis qu'ils ont comme rebooté tout ça. Parce qu'un fight de 6 pages dans la BD pouvait durer 4 épisodes de long dans ces animés. Parce qu'il tirait, puis il mais tirait. là, tu vois, les combats, il y a une séquence de combat qui doit durer facilement une demi-heure. Mais il y a pas de pause. Pas de C'est jasage. l'action tout le temps. Non-stop, c'est comme, hey, voyons donc. Ça arrête plus. Puis il y a en particulier, moi, il y a une séquence qui me reste encore en tête, puis il y a une séquence en point of view. OK. Qui est tellement cool! Cette petite séquence-là qui doit durer peut-être, là, c'est un shot de peut-être, je sais pas, 20 secondes maximum, là. Mais, tu comprends vraiment la vitesse puis à quel point que c'est le fun. Pis que, en tout cas, la séquence en point of view de Goku qui se bat contre un Broly, ou whatever, je sais pas quel ennemi qui se bat contre dans cette séquence-là. Top notch! OK. Top notch. Mais évidemment, comme tous les films de Dragon Ball, tu sais, c'est pas quelque chose qui va rester en dedans de toi et que tu vas y repenser des semaines plus tard comme, ah oui, est-ce que, tu sais, c'est pas, ça n'a pas vraiment un staying power, mais, c'est intéressant, c'est super bien dessiné, encore une fois. Tu sais, comme tous les films de Dragon Ball, en général, sont quand même bien dessinés. Concernant l'échelle de cette semaine, combien de fois tu t'es endormi dessus? 0, celle-là. Ah. Non, celle-là, j'ai pas dormi dessus. Ok. J'étais bien reposé, puis je l'ai écouté tôt aussi, c'est ça la clé. Ah, ok. Alors combien c'est 0 somnifère sur 5. Ouais, exactement. Après ça, qu'est-ce que j'ai écouté? Le Valium. Valium Value. Valium Value, ouais, Le c'est ça. Valium Value. OK. Il y a que le prochain. Est-ce que je vous ai parlé un peu de la saison, c'est pas des films, mais la saison 3 de True Detective? Non. À écouter, absolument, c'est aussi bon que la première saison. Wow. Moi, je suis comme 4 épisodes dedans, puis là, faut que je continue parce qu'il y a un méga hook, là, que c'est comme, là, je veux savoir ce qui se passe. OK, juste par simple curiosité, la première saison, c'était Woody Harrelson, Matthew McConaughey. Ouais. La deuxième saison, c'était Colin Farrell et... Parce qu'il y a des acteurs de renom qui étaient dans cette série-là. Oui, ça a toujours été des bons Troisième casts, là. saison, c'est... le nom du gars, j'aurais dû jamais le dire comme du monde. Marsha Asha Ali.
Oui, c'est le Cottonmouth dans Ouais, Luke Cage. Exactement. Donc, c'est Ouais. lui. Et dans le Green Book cette année aux Oscars. Ouais, exactement. Il est solide, lui. Puis faut que je vérifie c'est qui son partner. Ah oui, c'est Steven Dorff, son partner. Puis Steven Dorff en retour, excellent, il est vraiment fort là-dedans. Deacon Frost! Ouais, il est vraiment fort là-dedans. Je l'aime pas ce gars-là pour aucune bonne raison. Tu sais, il est pas si hot que ça comme acteur, mais je l'aime beaucoup. Et c'était la première itération de Hitman au cinéma. C'était Steven Dorff. C'est lui ou c'est Timothy Oliphant, t'as Les raison. deux se ressemblent au bout. Ouais, t'as raison, c'était Oliphant dans la première version. Deuxième version, c'est un non-name que je me rappelle plus son nom. Là, mais donc, raison. True Detective saison 3, Mahershala Ali fait... C'est-tu Mahershala Ali? Mahershala Ali. Mahershala Ali fait un policier, mais on le suit aussi comme dans le temps présent et dans le passé. Il souffre un peu d'Alzheimer. Cette saison-ci est moins spirituelle que la première. La première, il y avait un gros triple un peu spiritualité avec le temps, puis tu sais le Yellow King, puis il y avait un peu des affaires surnaturelles. Là, on est moins là-dedans. On est plus dans un huis clos de village. Parce que dans le fond, toute la question de la série, c'est il y a des enfants qui sont morts. C'est qu'est-ce qui est arrivé à ces enfants-là? Puis là, il y a quelqu'un qui sait de quoi qui veut pas parler. Il y a quelqu'un qui sait de quoi, ou c'est une petite fille, en tout cas, il y a une petite fille qui est morte, puis là, tout le monde se suspecte tout le monde, puis comme, ah oui, mais ces petits kids-là ont vu les petits kids qu'ils ont, ça, puis là, il y a un autre, il y a l'Indien fucké du village qui se promène, qui ramasse des bouteilles, qu'ils auraient vu lui aussi, mais tout le monde, vraiment là... C'est un whodunit. Comme il se fait moins dans les dernières années, mais c'est toujours trippant, là, à la Hercule Poirot, on te présente tout le monde, faut que tu trouves lequel dans le tas. C'est une game de clous, mais tu t'as une gang qui sont super louches, là, pis tu dis, c'est sûr que c'est pas eux autres parce qu'ils ont trop de l'air louche. Mais donc, True Detective saison 3, allez le voir, vraiment, là, allez le chercher, écoutez-le. Et profitez-en. Bon, tu es fans d'Agatha Christie et ce genre-là. Ouais, vraiment. Ah, ok. Hey, il était 13. Une petite pause musique, puis on revient avec le reste de tes affaires. Yes, sir, mon homme. Ok. La chanson de la semaine 3! Chanson de la semaine numéro 3, j'ai décidé cette fois-ci, là, j'ai fait 2 tonnes de jeux vidéo. Donc, on va faire une tonne de films. Mais mon expérience avec Assassin's Creed Odyssey m'a juste replongé dans mon trip de Grèce antique et de tout ce qui s'y rattache, des légendes, les chroniques homériennes et tout ça, dans le fond, homérique, en tout cas, je me rappelle plus. Homer Simpsonienne. De toute façon. Et ça me rappelait un film qui est grossièrement sous-évalué dans l'histoire des films épiques, et je parle de Troy. Troy était sorti un peu dans la batch des films de... Des films épiques, là. Des films épiques à la Lord of the Rings, mais il se faisait surclasser par Lord of the Rings, c'est sûr, mais c'est pas parce qu'il se faisait surclasser par Lord of the Rings qui est magistral, que ça n'en fait Troy un mauvais film. Non. Bien au contraire. Ce film-là a eu la malchance de sortir à l'année qui est sortie. Exact. Parce que trame sonore est malade, c'est pour ça que je veux la faire jouer. Mais Brad Pitt est bien casté en Achille, puis son attitude est tellement parfaite pour un demi-dieu blasé qu'il n'y a plus rien qui le menace. Hector Eric Bana, solide performance. Honnêtement, puis tout le design artistique de ce film-là est sur la coche. J'avais bien apprécié à l'époque, puis je l'avais réécouté quelques années plus tard, puis il tient la route. Il prend des libertés créatives bizarres sur l'histoire originale, mais reste que c'est un film qui passe dans le temps de le dire, qui amène tous des éléments au bon moment. Il n'y a pas d'inconsistance dans sa façon de faire le film qu'on voit dans les films plus récemment depuis la grève des writers en 2008. C'est des films avant ça, t'es beaucoup plus... c'était avant le Dark Age des scripts de Boboche. Ouais. Fait que là, on a de quoi qui fait du sens, qui avance, qui justifie ses actions par des conséquences, puis ces conséquences-là par des résolutions dans les personnages qui, eux, ont un arc narratif qui avance aussi. Et ils finissent différents de ce qui était au début. Bref, un film comme ça devrait être. Donc, Troy, bien aimé le film, bien aimé la trame sonore de James Horner, by the way. Classique. Un des grands. Donc, on écoute la pièce Hector's Death de Troy par James Horner au Geek Contre-Attaque.
Alors, on vient d'entendre la pièce Hector's Death, donc la mort d'Hector. Aux mains d'Achille, bien sûr. En dehors des murs de Troie. Donc, du film Troy, composé par James Horner. On parlait du film pendant la pause, moi puis Conan, puis on avait des pauses. Une belle petite nostalgie, un film qui a juste eu le mauvais timing de sortir comme pendant qu'il y avait des géants autour de lui. Mais un bon petit film pareil, là, qui fait la job encore aujourd'hui, honnêtement. Là. Brad Pitt super bien casté en Achille, by the way. Super bien casté. Donc, Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Entre autres, j'ai réécouté cette semaine le film Spider-Man Into the Spider-Verse qui est sorti sur Internet. Que je vais écouter cette semaine d'ailleurs. Je fais juste reparler, ça a solidifié mon opinion. Là. C'est un des meilleurs films animés de Spider-Man. C'est comme pas difficile à faire parce qu'il y en avait pas beaucoup. Hein. Pas ou peu. Ouais. Mais tu sais, les jokes sont bonnes, c'est bien écrit. La musique, c'est pas l'affaire la plus forte. Il y a quelques points faibles quand même. Mais paraîtrait que le graphisme du jeu, l'animation du film est extraordinaire, original, clever. Oh oui, clairement. Là, on n'a pas vu ça nulle part ailleurs. Fait qu'un beau succès pour ce film-là. Puis ça met en perspective le fait qu'on a eu en interview il y a quelques mois une des personnes, une Québécoise qui avait travaillé sur l'animation. Stéphanie? Non, je ne sais plus son nom. Non, je me rappelle plus son nom. Chloé, oui, voilà. On avait parlé au téléphone, dans le fond, qui réside à Vancouver, qui avait travaillé sur ce film-là. Et on savait pas à cette époque-là que le film allait être un succès aussi énorme. Donc, félicitations à toute l'équipe, dans le fond, derrière Spider-Man Into the Spider-Verse. J'ai retrouvé j'ai oublié ce que j'avais écouté, là. Oui. Yes, j'ai écouté aussi le film, c'était étrange, mais Velvet Buzzsaw. Donc, sur Netflix. Film sur Netflix avec Jake Gyllenhaal, c'est le dernier film du gars qui a fait Nightcrawler. Oui. Ce film-là est tellement... C'est-tu dans le même style? Non, pas du tout. Là, c'est plus en fait, c'est une fille que son voisin de palier meurt et elle va chez eux et se rend compte que c'est un artiste qui avait des centaines d'œuvres chez eux et que c'est un artiste absolument incroyable que tout le monde veut acheter ses affaires. Fait qu'il est millionnaire. Non, mais lui, son dernier souhait, c'était de brûler toutes ses arts, de brûler toutes ses pièces. Il voulait pas qu'il y ait rien qui sorte parce qu'il y a peut-être une curse, là, il y a peut-être une malédiction sur. Mais il y a rien de clair. Puis j'ai comme pas compris le message du film. C'est quoi, l'art est dangereux, puis c'est respecter les dernières volontés. Et tous les protagonistes semblent être détestables à leur façon. Ouais. T'sais? C'est vraiment étrange comme film. Okay. Honnêtement, là, si je pourrais dire c'est un bon film artsy-farty, c'est clairement ça, parce que c'est à propos de l'art. Ça du monde célèbre pas l'art, et ça ridiculise en même temps ce côté-là. Dans le fond, c'est très self-aware là-dessus. Puis c'est comme pas... C'est un film qui laisse une fin ambiguë, ce qui me dérange pas tant que ça, mais en tout cas, j'ai pas détesté, là, mais je suis pas sûr que je pourrais recommander ce film-là à n'importe qui. Un peu comme Neon Demon dans le temps, que je savais pas si je l'avais aimé ou pas, mais j'avais aimé l'expérience de l'avoir vu. Mais là, on a clairement pas le côté léché esthétique. Ah, ok, c'est pas tout à fait ça. Ouais, mais c'est pas très loin, effectivement. Là, le genre de feeling que tu sais pas quoi en penser, mais t'as vécu de quoi. Ouais. C'est unique en son genre. J'imagine que Gyllenhaal est encore solide, j'imagine. Ouais, ben son personnage Jake est bon, mais c'est peut-être le personnage qui est écrit, mais en tout cas, il est pas c'est le personnage qui soit extrêmement flamboyant ou comme pas du tout. T'es comme que tu peux être consistant un peu, mais en même temps c'est pas. Mais c'est plus l'écriture que l'acteur. Ouais, c'est ça, exact. Fait que c'est ça. Donc Velvet Buzzsaw, étrange, mais pas complètement à éviter. Ok. Ouais. Fait que pour ceux qui s'intéressent aux films particuliers. Ouais, c'est ça. C'est un film niche, on va dire. On va dire ça comme ça. Ensuite. Et sinon, je suis allé voir au cinéma cette semaine Alita Battle Angel, qui est une adaptation de Robert Rodriguez l'animé Alita Battle Angel, qui est une adaptation du manga Gonem. Donc, un scientifique trouve un petit corps de robot et qui qui renipe. Et puis, il se rend compte que elle est vraiment faite pour le combat. Mais est-elle vraiment un humain ou est-elle vraiment un robot? Et là, c'est un robot, il l'a trouvé dans une tour à scrap. Ben oui, mais elle a un cerveau d'humain en dedans d'elle, donc oui. Moi, j'ai pas été un gros fan nécessairement de l'animé Gonem, ni de Battle Angel en animé, mais j'ai pas du tout détesté. Le monde dans lequel le film est montré est vraiment intéressant, il est vraiment bien construit.
il y a des affaires extrêmement originales, malgré le fait qu'on a déjà vu plein de fois ce genre de truc-là, soit dans d'autres films d'animation ou dans les films animés carrément. Mais le choix d'avoir l'actrice avec des yeux gigantesques me semble encore un peu bizarre. Mais ça enlève rien au film, là. J'ai pas été dérangé par ça. Non, c'est moins pire que ça n'avait l'air. Exactement. Mais il y a quand même un effet bizarre, mais au moins, on dirait que c'est pas dommageable autant que ça aurait pu l'être. Exactement. Mais ça communique pas mieux les émotions de l'actrice, selon moi, tu sais. Mais les chorégraphies d'action sont vraiment surprenantes, sont bien montrées, bien filmées, bien réalisées. On comprend ce qui se passe. Puis l'action est rapide. Il se passe beaucoup de choses. Puis vraiment, ce qui est jamais la force souvent dans cette affaire-là, c'est les dialogues. Puis encore une fois, tu sais, les dialogues sont pas... Il y a rien qui m'a surpris. Mais en même temps, tout le monde est assez juste, même si, tu sais, justement, l'acteur principal... Christopher Waltz. Waltz, non, c'est son cousin. Donc, Christopher Waltz, il est super bon, mais il y a pas grand-chose à faire, puis on sent pas tant non plus il me semble qu'il y a moins de réflexion sur qu'est-ce que l'humanité que dans les animés. C'est que dans les animés, ils vont plus explorer les questions philosophiques du transhumanisme. Ghost in the Shell avait été très très coupable de ça aussi, d'abandonner. C'est juste ça quasiment. C'est juste ça dans l'original, puis le film avec Scarlett Johansson ne touche presque pas à ce sujet-là, ou le touche de façon très juvénile. C'était très décevant. Lui, dans celui-là, c'est la même chose en moindre. Il en parle, mais il ose pas vraiment aller dans le risqué. Il en parle vraiment pas longtemps. Il en parle mais tu sais, comme elle se pose pas la question, là, suis-je une humaine ou pas, là, c'est pas vraiment... C'est vraiment plus basé sur qu'est-ce qu'elle peut faire, puisqu'elle veut dans la ville... parce qu'il y a comme la ville flottante et il y a la ville en dessous. Une des dernières grandes villes, des grandes cités des humains qui restent. Il y a comme rien, tu sais, ça finit sur un freeze frame là, de monde qui se bat. Fait que, on pourrait en avoir un 2 parce que c'est comme pas terminé, parce qu'évidemment, cet univers-là, c'est jamais terminé, mais allez le voir, mais attendez-vous pas à voir. Ça aurait pu vraiment être pire, c'est ça que dire. 100 fois yes. Hey, merci beaucoup, Conan. Merci à toi, mon cher. Yes, merci à Mikey, bien sûr. Merci à toi, Eric, et merci à Cité Latina qui s'en vient après la pause aussi, parce que ça va être le fun. Yes, donc, sur ce, encouragez CKRL pour le prix Radioton. On se revoit la semaine prochaine. Salut les geeks! Téléchargez l'émission Les Geeks contre-attaque sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes.